Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser l'explication linéaire de ma bohème, qui est probablement l'un des plus connus poèmes d'Arthur Rimbaud, dans le but de vous aider à préparer l'épreuve du baccalauréat de français, et en particulier l'oral. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à trouver plus d'éléments pour votre explication linéaire et à enrichir votre cours sur ce texte, sur cet extrait. Sur ce sonnet, pardon. Donc je vais parler pendant à peu près 8 minutes et réaliser 2 minutes de lecture. Donc ça fera 10 minutes en tout. Bonne écoute. Alors, durant sa jeunesse, Arthur Rimbaud se sentait oppressé par son entourage, en raison de l'éducation religieuse stricte de sa mère, mais également des valeurs sociales du XIXe siècle, et notamment de la bourgeoisie. La fugue a alors été pour lui un moyen de s'émanciper et de se libérer des contraintes sociales qui l'assaillaient. Cette liberté procurée lui a permis son évolution, l'évolution de son image de poète. Nous pouvons alors nous demander comment la liberté permet l'évolution de l'image du poète dans ce sonnet. Nous verrons tout d'abord dans le premier quatrain l'image d'un poète attendrissant, puis dans le second quatrain celle d'un poète en pleine évolution, et enfin avec les deux tercets celle d'un poète qui commence à trouver sa voie. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussier rêveur, j'ai grogné dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors le premier quatrain nous donne l'image d'un poète attendrissant, connecté avec la nature. Tout d'abord, on a l'omniprésence de la première personne. Dans le premier vers, je m'en allais, mes poches, mon paletot, j'allais, j'étais, j'ai rêvé. Donc, Rimbaud réalise un autoportrait de lui-même. On voit tout d'abord l'image d'un poète en fugue. Il utilise les verbes aller par deux fois et ces verbes sont utilisés à l'imparfait, comme si une action répétée, parce qu'on sait que Rimbaud a fait beaucoup de fugues. On voit d'abord s'en aller, il s'en va de quelque part, donc peut-être de sa ville natale, Charleville. Mais ensuite on voit il va au troisième vers. Donc au début il part de quelque part et en deuxième temps il est dans la liberté, il erre sans but, il va sans destination. On voit avec le complément circonstanciel de lieu sous le ciel qu'en fait il n'a pas vraiment de destination, son but c'est seulement le voyage, c'est l'errance. Il n'a pas de complément circonstanciel de but, mais c'est un complément circonstanciel de lieu. Ce qui l'importe, c'est juste l'endroit où il va, c'est l'errance. On voit que ce poète est tout de même assez pauvre. On a les poches qui sont crevées, l'adjectif crevé. Donc on devine qu'il n'y a rien dedans. Parce que si elles sont crevées, alors les choses sortent de ses poches, tombent par terre, donc il n'y a rien dans ses poches. On a également l'adjectif idéal qui décrit son paletot qui est donc peut-être son pull, ou en tout cas la chose qu'il met sur lui. Et idéal, ça revient à une idée. C'est polysémique. On entend qu'il est parfait, parce qu'il est idéal, donc parfait, mais également tellement usé qu'il ne devient qu'une idée. Et ça montre encore une fois sa pauvreté. On a aussi les pronoms possessifs mes poches crevées, mon paletot, mais qui décrivent des choses très usées. Donc en fait, ce qu'il a, c'est pratiquement rien. On le voit que cette image assez pauvre, de quelqu'un qui est démuni, ne l'empêche pas d'être connecté à la nature et de créer. Il se dit comme le serviteur de la nature. Il invoque Muse. Muse, c'est la déesse de la nature. Il l'invoque avec un M majuscule pour montrer que c'est une déesse. Et il la tutoie. J'étais ton féal, ce qui marque une certaine proximité, familiarité avec cette déesse qu'il semble apprécier. Féal renvoie à l'image du chevalier servant, ce qui nous montre que ce qu'il importe, c'est d'être avec la nature, qui pour lui est une déesse protectrice.
Mais on voit tout de même que dans ce portrait de nature idéale, il contient déjà une certaine forme d'ironie, avec les interjections et les exclamations « Oh là là !» qui est assez exagéré, qui montre que tout cela est un petit peu trop exagéré pour être vrai et pour ne pas être ironique. On a aussi l'adjectif splendide qui est très fort et qui est peut-être utilisé pour Rimbaud pour se moquer un petit peu de l'image qu'il était. De plus, qu'il réalise ce portrait au passé. Avec ensuite, on voit le passé composé, j'ai rêvé, donc maintenant il ne rêve plus. Donc il se moque un petit peu, il tourne un petit peu, en tout cas en dérision, avec un petit peu d'ironie, le, le jeune poète qu'il était avant et que maintenant il n'est plus. Alors on voit dans ce premier quatrain l'image lyrique, bucolique de la nature, celle où un poète qui évolue. Et on va voir que ce poète, justement, il va évoluer. On voit dans le deuxième quatrain la pauvreté matérielle persistante. Il a par deux fois, on a le verbe avoir par deux fois, mais la première fois c'est pour dire un large trou, donc rien. Et la deuxième fois c'est pour décrire ses étoiles, donc ce n'est pas lui qui a, mais c'est ses étoiles. Donc en fait, il n'a presque rien, malgré qu'on a l'omniprésence du déterminant possessif, mon unique culotte, donc l'adjectif unique montre qu'il en a une seule, ce qui montre sa pauvreté, sa course, son auberge, ses étoiles. En fait, ce qu'il a, c'est plutôt la nature, hein, ses étoiles, donc ça ne lui appartient pas, ce sont des étoiles. Donc, il a encore une pauvreté, mais ça ne l'empêche pas d'être en évolution. Cette évolution, elle se marque en particulier par les synesthésies. Donc, il mélange les rimes à des graines. J'ai grené dans ma course des rimes. Donc les rimes deviennent des cailloux. Donc les rimes, donc c'est un son, l'ouïe, qui est mélangé avec des cailloux, donc c'est le toucher, c'est l'ouïe mélangé avec le toucher. On a ensuite les étoiles qui émettent un bruit, un frou-frou. Donc la vue qui est mélangée à l'ouïe. Donc ça c'est un mélange des sens qui marque l'évolution de ce poème, de ce poète dans la nature. On a le Roger, ma course des rimes, qui insiste sur la créativité du poème. Ça fait ressortir ce mot des rimes. Donc en fait, malgré qu'il ait un large trou, il arrive à égrener. Donc il sort de ses poches des graines. Et malgré que ses poches soient trouées. Donc il ne doit pas, normalement il ne peut pas avoir des graines parce que ses poches sont trouées. Donc ça montre sa créativité, que malgré sa pauvreté matérielle, il est dans une grande créativité poétique. Mais c'est un poète qui reste jeune et naïf, on le voit par la référence aux contes pour enfants, aux petits poussés, avec le fait d'égrener des rimes, ça fait référence aux petits poussés. Mais il est guidé par la nature, on voit que la nature elle le guide parce que en fait son auberge, l'endroit où il dort, c'est sa grande ours qui est une étoile, une constellation, donc il fait confiance à sa constellation. Donc dans ce deuxième quatrain, on voit l'image d'un poète qui est en évolution par le mélange des sens, la créativité. Et normalement, à la fin du deuxième quatrain, on a une volta, mais là, ce n'est pas le cas, on voit que Rimbaud s'assoit. Et donc dans ce troisième mouvement, Rimbaud trouve sa voix. On a à nouveau la première personne, donc on voit qu'il raconte sa vie à nouveau, il se fait un portrait. On a les déterminants au pluriel des routes. Les routes sont également un nom commun au pluriel. Ça montre le nombre important de routes et aussi le caractère répété, répétitif. Ça montre qu'il est allé sur de nombreuses routes, à côté de nombreuses routes, donc il a fait de nombreuses fugues. Les bons soirs des septembre, ça fait référence au mois des vendanges, donc au mois où on récolte les semailles. Donc ça montre que la poésie qu'il a semée dans le deuxième quatrain, là il la récolte, ça montre la richesse, la créativité. On voit à nouveau un dérèglement des sens, il sent des gouttes, le goutte c'est les toucher, mais il les compare, ce toucher, à un goût, le vin de vigueur, donc c'est le mélange entre le toucher et le goût. Donc on voit le participe présent rimant. Donc rimant, c'est le fait de rimer. Et on a l'intrusion de la description surnaturelle. Parce qu'il rime avec des rimes, donc les poètes, mais ça c'est associé aux ombres fantastiques. Donc à l'intrusion du surnaturel dans le récit. Ça montre que le fait de rimer, donc les rimes, la poésie, va conduire à l'élément fantastique surnaturel.
Donc ça montre la dimension fantastique. On a à la fin, normalement, on a une chute à la fin du sonnet, mais là, cette chute, elle est particulièrement énigmatique. Un pied près de mon cœur. Cela fait référence, dans un premier temps, à son pied, quelque chose de très trivial, on pourrait dire, qui est près de son cœur, le siège des émotions. Donc il montre que, en fait, ces émotions, la poésie est désillusionné par le pied qui représente peut-être sa douleur. Mais en tout cas, c'est assez énigmatique comme fin. Donc en conclusion, la Bohème nous présente dans un premier quatrain l'éloge d'un poète attendrissant, connecté à la nature. Puis on voit qu'il est en pleine évolution dans le deuxième quatrain avec le mélange des sens. Enfin, les deux derniers tercets associent de poète à des éléments surnaturels. Nous pouvons nous rendre compte, à travers ce sonnet, que la liberté et la vie de Bohème conduit à une grande richesse poétique. Pour Rimbaud, cette évolution du poète doit permettre un dérèglement de tous les sens et l'image du poète voyant, voleur de feu. Processus qui atteindra son paroxysme avec les Illuminations et une saison en enfer, deux recueils qu'il va écrire quelques années plus tard. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes révisions pour votre baccalauréat.